Il est 19 h à Kinshasa, bienvenue dans ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Avec moi sur ce plateau, une invitée avec qui nous allons discuter du 14 février, la fête des amoureux en République démocratique du Congo, aussi à travers le monde. Il s'agit de Madame Fanny Mandina. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Je vais revenir avec vous tout à l'heure. Nous allons donc discuter autour de la thématique que vous proposez pour la Saint-Valentin cette année. Voilà, merci. En prévision de la 32e finale de la Ligue de champions d'Afrique, le 18e de la série, l'ASV Club a battu Kano Pillars de Nigeria sur la note de 3-1, les temps forts de cette rencontre avec Papi Katassi. Après, les très mythiques Stade Tata Raphaël de la Kétul accueillent de nouveau un match des interclubs de football. Le public a répondu présent pour ces big events Vita Club Kano Pillars, champion en titre du Nigeria. Il en était de même des 22 acteurs sur terrain sous les sifflets du centrafricain Jean-Marie Kaokobo. Premier à se signaler les locaux de Vita Club à la 12e minute, les médias défensifs Munganga lancent Firmin Mumbele Ndombe qui se déjoue du défenseur et gardien des canons du plat du pied ouvre le compteur de Banavea. 18 minutes plus tard, Kano Pillars répond de belle manière grâce à son international Rabiu Aliou qui se déjoue de la défense vert et noire en lobant juste les portiers Lomboto. Ensuite, le club pousse mais n'arrive pas à perforer la défense des Pillars. Mais avant la pause, les très expérimentés Guilou Sadissou Moshebe marquent le deuxième goal en permettant aux Moscovites d'entrevoir une deuxième mi-temps laborieuse. À la reprise, l'attaque mitraillette pousse et réussit à trouver la faille par l'entremise de Chiquito Lema qui, à la suite d'un travail de sape, du demi-ailier Saoulé Ebunga Simbi marque du plat du pied. Pour les restes, malgré l'infériorité numérique des Nigérians, Vita Club ne réussit pas à alourdir les scores. C'est sous la note de 3-1 que les centrafricains Jean-Marie Kaokobo siffle la fin de la rencontre. Tout de même, l'ASV Club réussit son entrée à la matière en cette compétition africaine, en attendant bien sûr l'acte 2 de cette affiche dans une semaine à Kano au Nigeria. L'ASV Club a remporté ces dimanches ces matchs grâce à l'appui et à la grande mobilisation de ses supporters qui ont rempli les stades Tata Raphaël ce jour, mais aussi qui se sont mobilisés pour la réfection de ces stades en prévision de ces matchs. Le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, s'est félicité de cette initiative lors de sa visite ce mercredi 8 février 2014 au stade Tata Raphaël. Papi Katassi, Rigo Moulopo. D'inspection effectuée le week-end dernier par les Kenyans Nicolas Chumbe Moussonnier, inspecteur de la Confédération africaine de football au stade Tata Raphaël de la Kétul, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du dit stade qui accueillera la rencontre préliminaire de la Champions League avec le club Kano Pillars dès ce dimanche 9 février. Le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari Selemani, accompagné d'une forte délégation de la FECOFA, ont ensemble avec le président de la coordination des Vita Club, Gabriel Kumba Amissi, visité certains compartiments de ce temple du football. Une précision, ce stade est-il en mesure de servir de cadre pour ces rendez-vous? C'est qu'au terme de la visite de l'inspecteur de la CAF qui est passé par ici, M. Moussoni, il a adressé son rapport à la CAF et la CAF nous a répliqué un certain nombre d'observations. D'une manière globale, je dirais que je suis très satisfait, c'était au-delà de mes attentes. La seule façon d'encourager la personne qui met la main dans sa poche pour pouvoir sortir de l'argent et réhabiliter, permettre à ce que ce club puisse évoluer à domicile, parce qu'initialement, le club devait évoluer à Lubumbashi. Mais le comité a intégré la donne que le public de V-Club c'est ici et a pris l'initiative, le président de coordination, pour mettre la main dans la poche pour pouvoir réhabiliter ce stade et permettre à ce que les clubs puissent jouer ces matchs. La famille vert et noir doit se liguer pour aller plus loin à la 18e édition de la compétition la plus prestigieuse de clubs organisée en Afrique, car les supporters en ont marre du phénomène générique qui voudrait que l'on quitte prématurément cette compétition en 32e de finale.
Un bel exemple à suivre. Nous vous l'annoncions hier, signature c'est samedi 8 février du Code de bonne conduite entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques, le regroupement politique ainsi que de candidats aux élections en République démocratique du Congo. Ce protocole d'accord stipule la mise sur pied d'un comité de liaison entre la CENI et les partis politiques. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple. Reportage. C'est sous l'attente géante du Palais du Peuple que s'est déroulée cette cérémonie de la double signature. Il était d'abord question pour la CENI de faire la lecture des deux documents à signer, à savoir le Code de bonne conduite et le protocole d'accord instituant un comité de liaison entre la CENI et les partis politiques. Puis les représentants des partis politiques, regroupements politiques et candidats aux élections des cycles 2013-2016 ont procédé à la signature de ces documents. Le président de la CENI, Abbé Malou, remercie de ces faits tous les partis politiques et candidats aux élections ayant répondu à ces rendez-vous, tout en rappelant l'utilité de ces signatures. Au nom de la Commission électorale nationale indépendante, notre profonde gratitude et une sincère reconnaissance pour l'acte que nous venons et que nous sommes en train de poser ce jour ensemble. À savoir la signature du protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques à travers leurs mandataires dûment accrédités auprès de la CENI. Les signataires à leur tour saluent l'initiative. Nous avons été candidats en 2006 aux élections provinciales parce que nous avions été empêchés par la violence de ceux qui sont au pouvoir alors que nous voulions nous présenter aux élections présidentielles. Mais nous retenons que, en dépit de ces violences que nous subissions au Katanga, le président Malou a eu le courage de proclamer des résultats vrais en ce qui nous concerne, en ce moment-là, en 2006. Mais Mulunda Ngoy a proclamé des résultats faux en ce qui nous concerne. Alors donc, le changement des personnes contestées par d'autres ne l'est pas par nous. Parce que nous pensons que Malou fera mieux, qu'il sera moins mauvais. Une fois signé, les codes de bonne conduite et le protocole d'accord sont applicables à tous. Autre chose à présent, dans le cadre de la campagne agricole lancée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le numéro 1 de la province du Bandundu, Jean Kamisendo, a visité ce week-end le parc agro-industriel de Bukangalonzo dans le territoire de Kenge, situé à 30 km de la route nationale numéro 1 et à près de 330 km de Kinshasa. Reportage. Il ne se passe pas une semaine sans que le gouverneur Jean Kamisendo Kutuka inspecte les travaux des villages agricoles. Ce week-end, le gouverneur du Bandundu s'est rendu au parc agro-industriel de Bukangalonzo dans les territoires de Kenge. C'est le premier parc agro-industriel de la République démocratique du Congo qui sera construit par le gouvernement central. Conformément à la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le chef de l'exécutif provincial du Bandundu explique le bien fondé de cette démarche. Ce parc se situe à une trentaine de kilomètres de la route nationale numéro 1. Et là, précisément, nous nous trouvons dans les champs du village agricole. Et donc, dans le cadre de visite d'inspection de la campagne agricole que nous avons lancée dernièrement, et je me suis retrouvé ici pour voir le travail qui est en train d'être fait. Et après ce parc, nous continuons sur la nationale numéro 1 où nous allons visiter successivement tous les champs qui ont été implantés. Et d'ici 48 heures, nous allons vers Idiofa dans la région de Kimbinga. Et nous partirons également dans le Bulungu. Et nous ferons un crochet vers Kakobola. Et nous ferons d'une pierre deux coups pour visiter également les installations hydroélectriques qui sont en train d'être construites. Dans la concession du parc agro-industriel de Bukangalonzo, 255 ménages bénéficient de l'appui du programme Village agricole. Ici, on y trouve des cultures telles que le niébé,
127 hectares, le gouverneur a profité de cette occasion pour visiter les villages agricoles Kabouba dans le territoire de Kenge et Munzabala dans le territoire de Massimanimba. Oui, Madame Fanny, j'en viens donc à vous. Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux à travers le monde. Vous-même, comme femme, à quoi cela vous inspire? Pour moi, la Saint-Valentin, c'est effectivement la célébration de l'amour vrai et sincère qui, pour moi, à mon sens, constitue le socle d'une véritable vie harmonieuse, sociale surtout. Et pendant les festivités, à cette occasion de la Saint-Valentin, le rouge et noir est la tenue habituelle portée pour la circonstance. Quel sens, comme modéliste, vous donnez à cette tenue de rouge et noir? Comme vous le savez sûrement, la Saint-Valentin est une fête culturellement qui vient évidemment de l'extérieur, de l'Occident. Donc, ce qui fait que cette fête a été pensée et revue par les sociétés occidentales qui accordent un certain sens aux couleurs, au sens qu'elle a à la signification. Évidemment, par rapport aux normes internationales, c'est que la couleur rouge, généralement, symbolise l'amour passionnel. Et ça a été, en mon sens, choisi pour cet effet, pour célébrer cette journée de la Saint-Valentin, à mon sens, qui doit avoir ou doit être un tout petit peu révisée à la façon africaine. Mais cette année, une note particulière, sont les modélistes du collectif de modélistes de la République démocratique du Congo qui présentent une formule totalement particulière. De quoi il est question? Particulière et toute nouvelle. C'est vrai, effectivement, en décembre de l'année passée, le collectif de modélistes et stylistes du Congo a lancé une campagne qui a commencé par la remise du trophée à Madame la ministre du Genre pour avoir valorisé les valeurs culturelles sur le port du pagne dans un accoutrement décent. Et comme le collectif de modélistes et stylistes du Congo se donne pour objectif la valorisation non seulement des valeurs culturelles, mais aussi de l'entrepreneuriat local, nous avions décidé pour cette année nouvelle d'entamer ou de lancer un nouveau concept qui ferait quand même valeur et honneur aux cultures congolaises. Et vous savez sûrement que le pagne est du moins le symbole qui représente le plus les valeurs culturelles par rapport à l'habillement de la femme congolaise, disons moderne. Et nous voulions évidemment refaire ou reprendre, récupérer cet aspect des choses en proposant que cette année aussi, qu'il y ait une série de campagnes qui puissent être exercées dans toute la République, puisque cette campagne est donc cette année vous proposez la Saint-Valentin en pagne. En pagne, voilà. Donc là j'en viens justement là, c'est juste dans le cadre au fait de des séries d'activités que nous avons prévues de faire aussi bien à la capitale Kinshasa mais que dans les provinces. Mais quel type de pagne rouge et noir ou rouge et noir peut-être pas. Au fait, ce que nous voulons célébrer, c'est au fait les valeurs symboliques, l'amour, comme je l'ai dit tout à fait, socle de vie sociale harmonieuse, parce que sans amour, évidemment, la société ne tient pas. Et on se dit, il faudrait partir sur les valeurs culturelles congolaises. Nous n'avons pas copié comme sur les Occidentaux. C'est vrai que nous reprenons un concept qui est les leurs, il faut l'admettre. Mais nous disons que cette fois-ci, nous essayons en fait de l'africaniser un peu en préconisant l'amour célébré comme base d'une vie sociale harmonieuse. Particulièrement congolisé. Congolisé, voilà, en pagne. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Nous commençons notre page rétrospective de cette semaine avec le nouvel de la primature. Le Premier ministre Matata Ponyo a eu ces 2 derniers jours des séances de travail sur la création justement de parcs agro-industriels en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a eu également quelques activités diplomatiques et qui s'est clôturée avec l'audience accordée à Martin Kobler, patron de la MONUSCO. Jean-Louis Miaswekama. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, à la primature ce mercredi 5 février 2014. Les questions des FDLR, des ADF-NALU, des accords d'Addis Abeba, de la réconciliation à l'Est et du développement économique ont été évoquées avec le Premier ministre. L'ambassadeur Stephen Raab est quant à lui passé le mardi 4 février. Il est chargé par les États-Unis des enquêtes sur les crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide. Le Premier ministre a discuté avec son hôte sur le projet de loi à présenter au Parlement sur la constitution des chambres spécialisées avec la participation des magistrats étrangers.
Mark Simmons, ministre britannique en charge de l'Afrique, des territoires d'outre-mer, des Caraïbes et de l'énergie internationale, a planché avec le Premier ministre sur la paix et le développement. Ainsi, ils ont surtout parlé de l'agriculture. Et de l'agriculture, mieux, des parcs agro-industriels. Il en a été question avec les représentants des partenaires Union Européenne, Banque mondiale et FIDA. Et toujours sur la question des parcs agro-industriels, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a confié 8 de ses ministres pour en discuter. Au dire du ministre de l'Agriculture, parmi les sites à développer, il y a celui de Bukanga Lonzo dans le Bandundu. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie, Raymond Tshibanda, a signé ce 5 février 3 projets d'accord techniques avec le représentant de la FAO en République démocratique du Congo. Le coût de ces 3 projets sur les ressources renouvelables à l'impact visible est de l'ordre d'1,250,000 $ américains. Il concerne la province orientale et celle du Bas-Congo. Reportage. Le premier projet porte sur l'appui à la promotion de la chaîne de valeur de la filière manioc en République démocratique du Congo. Le deuxième est relatif à l'appui d'urgence en intrants agricoles aux populations affectées par les événements de crise récents dans le territoire d'Irumu en province orientale. Et le troisième concerne l'appui à la gestion participative du parc marin de mangrove dans la province du Bas-Congo. L'objectif poursuivi par les 3 projets concernés par la signature de ce jour, c'est donc une réponse à ce constat. Il consiste non seulement à assurer la sécurité alimentaire en relevant le défi de la relance des filières agricoles et celle du manioc en particulier, et à la réduction de la pauvreté et de la faim, mais également à contribuer à l'amélioration de la gouvernance marine de mangrove et de la santé des écosystèmes. Ngyanga Gwei, représentant pays de la FAO, circonscrit l'intervention de cet organisme des Nations Unies. Nous ne voulons plus de projets qui n'ont pas un impact immédiat, visible et mesurable. C'est ça le renouveau de la FAO. C'est ça que vous, les États membres, vous nous avez demandé de faire. Et je peux vous garantir, Excellence Monsieur le ministre, que ce que nous allons faire dans le cadre de ces 3 projets en droite ligne de ces directives. Le gouvernement s'est engagé à ne ménager aucun effort pour l'aboutissement heureux de ces 3 projets. Les notables de la province du Katanga ont sensibilisé à la pacification auprès de la population la plus touchée par cette pratique à l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif est de mettre un terme à cette pratique de Bakata Katanga. Il était accompagné par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouège. Reportage de Gédéon Mukumwena. Après le Olomami et au Katanga, la délégation conduite par l'honorable Gabriel Kyungu Wakumwanza s'est retrouvée au gouvernorat de la province Cuprifère pour échanger sur cette problématique qui sévit depuis plusieurs années dans ces coins du pays. Au sortir de la réunion, le chef de la délégation donne l'essentiel de leur descente sur le terrain. Bon, on a fait un compte rendu de notre voyage à l'autorité nationale et provinciale, les différentes étapes parcourues, quelques faits constatés par-ci par-là sur le terrain. Nous devons atterrir et voir l'autorité suprême du pays, à qui nous réservons la primaire de tout notre rapport. Le président de l'Assemblée provinciale du Katanga fait un appel à la conscience. On ne peut pas lutter contre la misère en provoquant la misère. Vous comprenez, je leur ai dit, c'est pas parce que je suis révolté, parce que j'ai faim, que je vais me mettre à couper les têtes des gens pour résoudre mon problème. Donc c'est une fausse théorie, ça. Et partout, nous avons conseillé les jeunes gens de laisser tomber ces histoires et de se mettre au travail avec tout le monde. Plusieurs autorités, tant nationales que provinciales, ont participé à cette mission, parmi lesquelles le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouège, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapwe, et les autres.
Dans le même ordre d'idées, 135 éléments parmi les Bakata Katanga ont quitté Lubumbashi le lundi 3 février pour la base militaire de Kitona dans la province du Bas-Congo. Cette opération qui s'est déroulée en présence des autorités militaires et politiques de la République démocratique du Congo s'inscrit en droite ligne de politique de réinsertion de forces négatives en République démocratique du Congo. Reportage de Don Momat. Après l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, aux éléments de Bakata Katanga à déposer les armes, ils sont 2 millions à se rendre chaque jour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à les accompagner sur la voie de la raison et de la citoyenneté. Le lundi 3 février, c'était donc au tour de la 3e vague, constituée de 135 éléments Bakata Katanga, de prendre les airs à destination du centre d'instruction de Kitona dans le Bas-Congo. Pour leurs familles et dépendants, le gouvernement a procédé à leur rapatriement volontaire dans leur milieu d'origine, à Malembankulu notamment. C'est bien avant que des kits de réintégration sociale ne leur soient distribués. L'ensemble de l'opération s'est déroulé sous les vigilants des services de sécurité, de l'armée et de la police nationale, représentés ici par le commissaire divisionnaire chargé de l'appui et de la gestion de la PNC, le général Gaston Luzembo, le tout sous l'encadrement du ministère de l'Intérieur. La République démocratique du Congo a pris part au sommet de l'Union africaine du 30 au 31 janvier à Addis Abeba, en Éthiopie. François Mwamba, coordonnateur de mécanisme de suivi, présent sur place, est revenu sur la stratégie gouvernementale lors de ces assises. Un reportage de Nadia Koulenfouka. Les sommets de l'Union africaine tenus du 30 au 31 janvier à Addis Abeba en Éthiopie a connu la participation de plusieurs pays africains parmi lesquels la RDC. Son chef de la diplomatie Raymond Chibanda, représentant du président Joseph Kabila, était accompagné à ces sommets du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba. Ce dernier a affirmé que la souveraineté de la RDC ne sera plus jamais remise en cause. Il a été absolument indispensable que notre pays puisse prendre des dispositions pour que de telles pratiques cessent. Et donc, en contrepartie de l'idée que cette fois-ci va être la bonne, au sens de la dernière agression contre la République démocratique du Congo, que cette fois-ci, une bonne fois pour tout le monde va comprendre que le fameux agenda de balkanisation, de chercher à créer des problèmes avec l'idée d'aboutir à la partition de la République démocratique du Congo, que cet agenda-là doit s'arrêter définitivement. Pour rappel, ce 22e sommet de l'Union africaine a porté en particulier sur les conflits en Centrafrique, au Sud-Soudan, ainsi que sur la crise égyptienne. Madame Fanny, je reviens à vous. Les collectifs de modélistes congolais ont organisé une soirée à l'occasion de cette fête de Saint-Valentin. Et ça sera où? Une petite correction, c'est le collectif des modélistes et stylistes du Congo qui accompagne au fait l'agence Congo Facility, qui organise la célébration de la Saint-Valentin qui aura lieu ce vendredi 14 février auprès de l'hôtel Africana Palace à 19h. Et donc ce que nous apportons à la soirée, c'est la partie défilé de mode où vous verrez comment est-ce que les stylistes modélistes congolais essayent de réinventer la Saint-Valentin en pagne. Vous appelez les femmes qui vont participer à cette soirée de porter le pagne, ou c'est l'ensemble de la population congolaise qui doit porter le pagne, les femmes congolaises, bien sûr? Je pense que l'amour est global, il n'est pas exclusif, donc c'est à l'ensemble des Congolais qui évidemment vivent l'amour comme véritable base et socle de même la les hommes qui sociale. seront lors de cette donc, soirée, même ils les seront en hommes pagne. Voilà, donc c'est toujours beau de voir un beau monsieur qui accompagne une belle femme en pagne. Ah, d'accord. Mais le 8 mars à Kinshasa a été perçu pendant longtemps comme étant l'occasion pour les femmes de donner la valeur à ces pagnes. Et vous ne pensez pas, avec cette démarche, vous voulez un peu la vedette
à cette fête de la femme du 8 mars. Voilà, au fait là c'est pour corriger un peu le petit déviationnisme que nous avons constaté par rapport à la fête du 8 mars où nous célébrons les valeurs de la femme, et les valeurs de la femme ne se résument pas seulement à son port ou à son accoutrement. Et donc là, en lançant la campagne du port du pan, c'est au fait pour dire que la femme doit être valorisée dans un accoutrement digne, mais tout le long de l'année, donc en revêtant ou en passant un message culturel qui soit aussi fort. Et par là aussi s'encourage quelque part l'initiative privée, l'entrepreneuriat local dans lequel nous sommes dans ce métier. Donc résoudre ou je pense restreindre uniquement le port du pagne à la seule journée du 8 mars, je trouve que c'est quand même un peu, ça sort un peu de la ligne de conduite de ce que devrait être. Mais si vous n'êtes pas suivi, qu'est-ce que vous allez faire? Si nous ne sommes pas suivis, eh ben, tant mieux, on se dira que c'est une première fois. Nous ne nous lasserons pas, pour autant nous continuerons, parce qu'il faudrait évidemment insister, évidemment avec le partenariat des chaînes de télévision comme les vôtres qui acceptent de nous recevoir aujourd'hui sur votre plateau pour en parler. Nous espérons que vous allez évidemment nous accompagner tout au long de cette campagne, et j'en profite déjà pour signaler qu'à partir de la semaine prochaine déjà sur vos chaînes de télévision avec lesquelles nous avons pu signer des partenariats, un spot qui sensibilise où les modélistes appellent la population, particulièrement la femme congolaise, à s'habiller, j'insiste, dignement par le pagne et tout au long de l'année. Et c'est ainsi que comme les femmes, des personnalités féminines qui sont les plus en vue seront chaque année à la fin, comme nous l'avions fait avec l'excellence Madame la ministre du Genre et Famille, seront chaque année primées par le collectif parce qu'au fait elles donnent le ton, elles donnent l'exemple et influencent d'une certaine manière la façon de se vêtir de la femme congolaise en général. Terminons avec cette note triste en sport. En République démocratique du Congo, décédé au Caire en Égypte suite à un arrêt cardiaque, l'ancien secrétaire général au sport, M. Fan Ying Mouyin, a été mis en terre cet après-midi. Un hommage lui a été rendu à la salle du zoo dans la commune de La Gombe. Reportage de Papi Katassi et Rigo Moulopo. Décédé au Caire en Égypte, déçu d'une crise cardiaque, M. Sylvestre Fan Hind Mouchid Sylvestre a été pleuré par la communauté sportive nationale ce samedi 8 février 2014. La salle de spectacle d'Izo a pratiquement refusé du monde. Tous voulaient rendre un dernier hommage à celui qui a consacré toute sa vie au sport congolais. Sylvestre Fan Hind Mouchid aura été l'une des personnalités à avoir contribué aux nombreux textes qui régissent le sport national. À l'unanimité, le monde politique, culturel et sportif garde en mémoire les actions des illustres disparus. Nous pensons que c'est vraiment une bibliothèque forte que nous venons de perdre au niveau du mouvement sportif, parce que être directeur académique au niveau du comité olympique, c'était pas facile, donc c'était notre tête pensante. Donc aujourd'hui, nous avons que nous venons de perdre quelqu'un qui nous a laissé beaucoup de bons souvenirs. D'une très grande expérience, et Fan a travaillé ces 3 dernières années au niveau du comité olympique congolais, comme s'il voulait léguer au mouvement sportif national ce qui lui restait de meilleur, au travers des stages de formation, des séminaires de formation, des renforcements des capacités, des dirigeants sportifs, des cadres techniques. Vraiment, nous sentons la douleur qui est en train de nous ronger, et l'absence qu'il a occasionnée avec cette disparition. Et pour nous, particulièrement au niveau de la LISPED, je garde un bon témoignage, un bon souvenir de Fan. Vous savez, la LISPED a été créée en 1999 et c'était le moment où M. Fan était secrétaire général. Et nous nous rappelons, c'était en 2000, la première activité sur le plan international que la LISPED avait organisé, c'était le trophée, la remise du trophée en fair play à l'équipe du Cameroun. Et sous les jus du secrétaire général Fan, et il n'a pas vu la jeunesse de la LISPED, il avait vu l'engagement et puis les objectifs, et il a pesé de son poids pour que les Moutom Tchibal accèdent à notre projet. Sylvestre Fan Hind Mouchid fut secrétaire général au sport, plusieurs fois conseiller et éminence grise dans plusieurs cabinets politiques. Avant sa disparition, Sylvestre Fan Hind Mouchid était directeur de l'école académique ici à Kinshasa et conseiller en charge de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs.
Que son âme repose en paix. Madame Fanny, je termine avec vous ce journal, c'est déjà la fin. Un dernier mot peut-être pour ce soir. Un dernier mot, je commencerai par vous remercier de l'opportunité que vous nous accordez ici sur votre plateau. Et la seule chose, le seul événement, c'est le 14 février prochain. Venez nombreux assister à la Saint-Valentin réinventée à la façon congolaise par les stylistes modélistes congolais. Et ceux qui se sentent évidemment... C'est payant ou... Bien sûr, c'est payant. Et ceux qui veulent s'approprier les billets, ils peuvent passer au siège du collectif des modélistes situé sur 57 avenue du Livre, référence des GRK. Et donc aussi ici, nous en profitons pour évidemment demander un soutien pour toutes les personnes qui se sentent évidemment touchées, marquées par la cause de la valorisation et de l'entrepreneuriat local et des valeurs culturelles congolaises, de toujours passer, nous encourager, c'est le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous allez fêter où? Bien sûr, au même endroit, Africanapolis. Seul ou accompagné? Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Oui.